Musique2 a révélé ces derniers mois des centaines de témoignages dans l'industrie musicale de violences sexistes et sexuelles. Est-ce que vous diriez que ce milieu est hostile aux femmes? Hostile aux femmes, je sais pas parce qu'il y a quand même, des femmes artistes, il y en a quand même un certain nombre. Après, c'est un milieu qui, je crois, représente, le reste de la société, dans son patriarcat et dans son refus de donner de la place aux femmes, de payer les femmes correctement et tout. Mais je pense que la différence dans l'industrie de la musique, c'est que l'accès à l'argent et à la célébrité et au pouvoir peut devenir très très dangereux. En fait, c'est comme une espèce de patriarcat, mais amplifié par ce pouvoir-là. Et c'est le cas dans d'autres milieux aussi. Je pense que la musique, comme le cinéma, comme le sport, c'est des milieux où le patriarcat il est plus violent parce qu'il y a le pouvoir, il y a la célébrité. Vous avez commencé à travailler dans la musique à 16 ans. À quoi vous vous attendiez quand vous avez commencé? Quel était votre état d'esprit? À 16 ans, mon état d'esprit, c'était, je crois que c'était être naïve, être une adolescente naïve, enfin naïve, juste inexpérimentée en fait, qui avait à tout prix envie de devenir musicienne, dont c'était le rêve. C'était vraiment genre, mon but ultime dans la vie, c'était de devenir musicienne et j'étais un peu prête à tout pour ça. Et c'est vrai que j'ai débarqué très jeune dans cette industrie, ce qui a été à la fois ultra violent parce que j'ai vécu des choses très jeune pour lesquelles j'étais pas préparée en fait, pour lesquelles j'avais aucune préparation et sur lesquelles je savais pas du tout mettre de mots. Et en même temps, ça m'a permis très jeune après, c'est-à-dire que là j'ai 24 ans et que j'ai énormément d'expérience finalement et j'ai énormément appris. Donc j'étais dans un état d'esprit de découverte totale qui était assez dangereux finalement aussi parce que quand on n'est pas préparé à cette arrivée-là dans cette industrie-là et qu'on est une adolescente et qu'on est une femme jeune, enfin une jeune femme, ça peut être assez dangereux quoi. Et même, je me dis, vu les situations dans lesquelles j'ai été, ça aurait pu être pire en fait. C'est avec le recul que aujourd'hui je peux dire, je pense que c'était assez dangereux en fait d'être au contact de tous ces gens-là et de tous ces hommes de genre 40 ans qui sont plus ou moins sains d'esprit quoi. Justement, comment ce danger s'est matérialisé dans l'expérience que vous avez eue au tout début de votre carrière? Ben, en fait, j'ai été en lien donc très jeune avec quasiment que des hommes. En fait, les femmes, c'était toujours les attachées de presse, les maquilleuses, les stylistes. C'était jamais des postes importants, en fait, les postes féminins. Donc, en fait, les gens qui décidaient et qui avaient le pouvoir qui avaient un peu un ascendant sur moi, c'était tout le temps des hommes. Donc, déjà, il y avait ce déséquilibre-là à la base, d'arriver, donc de passer du lycée avec mes amis de 15, 16, 17 ans et d'arriver à Paris dans un milieu où c'est que des hommes et c'est que des hommes qui ont 2, 3 fois mon âge. Et donc, il y avait déjà ça qui était assez particulier. Je pense que là, j'en parle avec beaucoup de recul, mais je réalise que j'étais pas censée à 16 ans être dans ce genre d'environnement, entourée que d'hommes, avec finalement une espèce de place de genre d'une jeune fille dominée par un groupuscule d'hommes qui décident tout, quoi, qui décident la direction artistique, qui décide si je signe dans un label ou pas, c'est que des hommes qui décidaient, qui décident si ma musique est bonne ou pas, c'était que des directeurs artistiques hommes. Donc il y avait ce truc-là de déséquilibre total et d'arriver dans un milieu presque que masculin au niveau des postes de pouvoir, quoi. Et vous sentiez ce déséquilibre de poste de pouvoir entre les hommes et la femme artiste que vous étiez se manifester aussi avec un sexisme ou des comportements plus violents? Oui, bah ouais, complètement. J'ai vécu du harcèlement, j'ai vécu du sexisme. Alors ça, c'est devenu, on appelle ça sexisme ordinaire, comme le racisme ordinaire, parce que c'est tellement intégré dans les gens, dans la perception du monde des gens, que du coup, ça s'appelle ordinaire maintenant, alors que ça ne l'est pas du tout. Et voilà, quand c'est allé plus loin, effectivement, j'ai vécu du harcèlement, j'ai vécu de la manipulation. À un moment donné, j'avais 16 ans et on me disait comment m'habiller, comment me comporter. J'ai tourné un clip à 16 ans, on m'a demandé de m'épiler la totalité des poils de cuisse. J'avais jamais fait ça de ma vie. Enfin, plein de choses comme ça que j'ai vécues à partir du moment où je suis arrivée dans l'industrie jusqu'à récemment. Et encore une fois, ce qui me frappe, moi, c'est qu'à l'époque, ça me choquait pas du tout, en fait. À l'époque, je me souviens de me dire, genre, ben, ça doit être normal. Probablement que les autres chanteuses de mon âge, on leur demande de faire ça aussi, on leur demande d'être sexy, on leur demande de s'épiler les poils de cuisse, on leur demande d'avoir
telle attitude et de pas être des enfants en fait. Parce que quand tu as 16 ans, tu es quand même encore un peu un enfant, tu es en train de te construire et tu es vraiment dans une période d'entre-deux où tu passes d'un âge d'un enfant à un adulte. Et en fait, c'est vraiment plus tard que je me suis rendu compte que c'était pas normal, mais c'est ça qui est assez dangereux finalement, c'est de baigner là-dedans en ayant l'impression que c'est normal et de prendre des années et des années après pour réaliser que c'est pas normal et que dans une construction d'une adolescence, ce genre de comportement, ça peut être destructeur et que voilà, moi, comme je disais, j'ai vécu du harcèlement, j'ai vécu des agressions, mais je me suis jamais fait violer alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de filles dans l'industrie de la musique qui, dans ce genre de situation, se font violer aussi, quoi. Et genre, c'est juste que c'est hyper traumatisant et que c'est interdit par la loi et que c'est perpétré depuis des années dans ce milieu-là, quoi. Et vous parlez de harcèlement, d'agression. Ça veut dire que ça vous est arrivé souvent, plusieurs fois, longtemps? Ça m'est arrivé une fois marquante pendant des années avec la même personne, de mes 15 ans à mes 17 ans. Ensuite, des micro-agressions et du sexisme et du mansplaining, de se faire expliquer des choses qu'on sait déjà faire. Ça, c'est des micro-agressions qui arrivent presque au quotidien. Mais la fois marquante de harcèlement, d'agression, c'était vraiment la même personne pendant 2 ans. Ensuite, voilà, je suis confrontée très souvent à cette espèce de principe selon lequel quand tu es une femme, tu sais moins que les hommes et que les hommes qui sont en face de toi t'expliquent la vie et te mansplainent des choses. C'est quelque chose qui arrive très très souvent dans la musique avec encore une fois cette espèce de répartition des postes, donc des hommes, directeurs artistiques, managers, directeurs de label et également techniciens. Il y a aussi toute la partie technique qui appartient vraiment aux hommes. Et du coup des femmes artistes, souvent considérées juste comme des interprètes, c'est rare qu'on puisse imaginer qu'une femme écrit et compose sa musique, et encore plus rare qu'elle puisse la produire, et encore plus rare qu'elle puisse mixer, faire du son et faire de la technique avec sa musique. Donc en fait, il y a des étages et des couches de préjugés et de sexisme internalisé et de sexisme ordinaire qui incitent les gens à avoir un discours avec les femmes artistes en général qui est assez problématique, voire très problématique, voire à les agresser, quoi. Donc moi, c'est un petit peu récurrent, mais j'ai eu la chance, comme je l'explique dans ma lettre, de rencontrer aussi après des gens dans ma vie personnelle qui m'ont redonné de la valeur et qui ont fait en sorte que j'ai pu... C'est comme si quand j'avais 16 ans, il y avait moi et puis il y avait la personne qu'on me demandait d'être, et en fait, c'était deux personnes complètement différentes. Et ça m'a suivi très très longtemps, même dans la création de mon premier album, j'ai eu du mal à recoller les morceaux en fait de ces deux personnes. Et aujourd'hui, avec le recul, il y a cette notion de l'âge où je me dis j'étais très très jeune et c'était très traumatisant et ça doit arriver à personne. Et en même temps, je me sens chanceuse d'avoir eu cet espace-là pour me reconstruire aussi et d'arriver à 24 ans en sachant exactement ce que je veux, et aujourd'hui d'être libérée de ça et de pouvoir en parler justement comme ça, avec un petit peu de recul et un peu plus de détachement, quoi. Parce qu'à chaque fois, les expériences dont vous parlez, c'est dans votre milieu professionnel, qui est aussi votre passion, qui est la musique. Justement, est-ce que vous avez pu en parler? Est-ce que certains ont essayé de vous aider à l'époque où c'est arrivé? Quand c'est arrivé, j'en ai pas parlé à personne parce que j'avais l'impression que c'était le processus normal que vivait n'importe quelle artiste féminine, même masculin. Je savais pas en fait comment ça se passait, donc j'avais l'impression que cette espèce d'intimidation, de se faire draguer par la personne avec qui tu travailles, de climat un peu de malsain et sexuel. Je pensais que c'était... Enfin, en fait, j'étais encore au lycée, donc je ne connaissais pas la vie professionnelle. Donc j'avais le lycée, j'avais ma famille et j'avais ce cadre-là, en fait. Donc c'était complètement nouveau pour moi. Et moi, limite, je me sentais flattée, en fait. J'avais ce truc qui, d'ailleurs, est très propre aux manipulateurs et aux pervers narcissiques de mettre les personnes plus faibles et plus jeunes et les personnes sur qui on a un ascendant dans cette idée qu'elles ont la chance d'être là et qu'en fait, elles ont rien à dire et que si elles ouvrent la bouche, en fait, ça va mal se passer parce que elles sont dans un truc d'opportunité d'être là et qu'une autre pourrait les remplacer 2 secondes après, quoi. En gros, je me sentais surtout chanceuse et je me disais je me sens pas hyper bien traitée, parfois je me fais insulter, parfois je me fais parler comme si j'étais une femme de 35 ans et on me demande d'être une femme de 35 ans, parfois on me dit que je suis un bébé. J'avais l'impression d'être un peu une poupée, mais je pensais que, voilà, que c'était ça en fait, et qu'il fallait passer par là, et c'est ce que font croire
les hommes de cette industrie à toutes les jeunes femmes, quoi, en fait. Donc, j'en ai pas parlé à personne et j'ai mis des années à en parler. Et quand j'en ai parlé, ça faisait au moins 4 ans que j'avais vécu ça. Et j'ai plein d'amis qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Enfin, genre, n'importe quoi. Parce qu'en fait, comme j'en avais jamais parlé 4 ans avant, elles étaient en mode, mais pourquoi tu nous dis maintenant que tu as l'impression que tu t'es fait agresser, que tu t'es fait manipuler, que tu t'es fait harceler? Et genre, j'étais là parce qu'en fait, j'avais pas cette impression-là jusqu'à ce que je comprenne qu'en lisant la définition de ces mots-là, ça correspondait exactement à mon expérience, quoi. Et c'était justement avec MeToo dans le cinéma en 2017-2018 que j'ai pu faire un lien dans ma tête et genre faire toucher les fils en mode ah ouais, ok, en fait, les témoignages de femmes que je vois sur Twitter, c'est le même genre d'expérience que moi j'ai vécu à 16 ans. Donc ouais, sur le moment, j'en ai pas parlé à beaucoup de monde et même encore à ce jour, il y a plein de gens qui le savent pas parce qu'il y a toujours ce truc d'avoir peur un peu malgré tout, en fait, de se dire genre ouais, parce que en réalité, en France, la diffamation, c'est vraiment plus puissant que genre poser une plainte contre harcèlement, quoi. Donc genre, à quel prix, en fait, c'était ça aussi mon... Et je crois qu'aujourd'hui, je me sens légitime d'en parler, mais c'est aussi pour ça que je trouve ça important d'en parler, parce qu'il y a plein de femmes qui n'ont pas du tout les ressources et le confort de pouvoir en parler, quoi, en fait, c'est surtout ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, y compris malgré le statut que vous avez acquis au fil des années, vous avez encore peur à cause des violences que vous avez subies à l'époque? Ben, j'ai peur, ouais, je peux avoir peur des conséquences de ce que je raconte en ce moment, et j'ai aussi, je ressens ça aussi... c'est une espèce de peur que je partage aussi avec toutes mes amies, en fait. Genre, c'est pas un truc que je ressens moi, c'est vraiment une espèce de peur collective où quand j'en parle avec mes amis qui ont vécu des choses similaires, avec des hommes dans l'industrie de la musique qui soient connus ou pas connus, qui soient des artistes, des musiciens ou des directeurs artistiques ou n'importe qui, il y a cette espèce de... Mais c'est pour ça que je parle de traumatisme, parce que dans mon quotidien, je me rends pas forcément compte que ça n'a pas d'incidence dans mon quotidien aujourd'hui, mais en même temps, c'est quand même fou que, voilà, que je ressente cette espèce de peur encore aujourd'hui et de me dire qu'est-ce qui va se passer alors que je parle de quelque chose qui est arrivé et qui est pas correct, quoi, et qui est surtout de la faute de quelqu'un d'autre qui n'est pas moi. Donc, ouais, je sais pas trop comment le décrire parce que c'est pas quelque chose qui m'handicape au quotidien, c'est pas quelque chose qui m'empêche d'avancer, mais c'est quelque chose qui peut me dissuader d'en parler, ouais, par contre. Et justement, pour vous, c'est ça la trace que ces traumatismes ont laissée sur vous aujourd'hui et les conséquences qu'ils ont encore aujourd'hui? Ouais, ça peut être ça, ça peut être cette difficulté à parler de ce sujet-là. En fait, c'est aussi pour ça que c'est très long, parce que dans cette industrie, il y a beaucoup de gens qui savent des choses qui se sont passées, il y a beaucoup de gens qui ont assisté à des comportements problématiques ou des comportements d'agression, il y a beaucoup de gens qui ont entendu qu'un tel avait agressé une telle, etc. Et en fait, tout le monde a peur de parler parce que encore une fois, les postes de pouvoir de ce milieu-là, ils sont occupés soit par des agresseurs, soit par des amis des agresseurs, soit par des collègues des agresseurs. Donc en fait, à quel moment ça te donne envie d'en parler? C'est hyper compliqué d'en parler. D'en parler, c'est une chose, mais de nommer la personne, c'est encore autre chose, quoi. Donc je pense que oui, c'est la trace que ça laisse, chez moi en tout cas, avec mon expérience que j'ai vécue, c'est ça, c'est cette espèce de peur un peu d'en parler alors que je suis légitime d'en parler, en fait. Et c'est ça, c'est de remettre la légitimité. Et dans le mot légitimité, il y a la loi aussi, et de remettre la loi là où elle doit exister, quoi, en fait. Parce que là, il n'y a plus de loi, quoi. C'est surtout ça, c'est que c'est un milieu qui est exempt des lois, en fait. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui que l'industrie est davantage prête à entendre la parole des victimes? Je sais pas trop si l'industrie est prête à entendre la parole des victimes. Je pense que on est en train de l'imposer, en fait. Je pense que l'industrie est pas prête parce que l'industrie est remplie d'agresseurs sexuels, donc ils sont pas prêts. Par contre, je pense que toutes ces choses qui sont mises en place, tous ces articles qui sont publiés, tous ces médias qui prennent position, sont en train d'imposer par eux-mêmes voilà, une vérité, en fait, qui a besoin d'être entendue. Mais je pense que l'industrie est pas prête, non. Je pense que vu le nombre de gens problématiques dans cette industrie et vu l'attitude globale des hommes dans cette industrie, je pense pas qu'ils soient prêts pour, pour le changement, mais le changement va s'imposer, en fait, je pense. Enfin, il doit s'imposer, en tout cas. Comment il peut s'imposer ce changement?
La parole, c'est hyper important. Parler, dire les choses, dire quand on s'est fait agresser, reconnaître qu'on s'est fait agresser, que c'était pas un geste déplacé ou que c'était pas un truc qui est arrivé mais qui n'arrivera plus. En parler aussi avec d'autres gens, encore une fois, la parole, mais collective, de se savoir entendue, de se savoir comprise par d'autres et d'être dans cette espèce de mouvement, c'est hyper important aussi de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Et voilà, et qu'il y a aussi des médias parce que les artistes commencent à le faire un peu, mais que ce soit un sujet qui concerne tout le monde en fait, parce que finalement ça concerne vraiment tout le monde. Donc que les médias prennent position, que les labels, quand un artiste est dénoncé et est accusé, que le label prenne position, parce qu'en fait un label qui prend pas position quand un artiste est accusé d'agression sexuelle ou pire, c'est un label qui cautionne en fait ce genre de comportement. Donc il y a tout ça. La parole, pour moi, c'est le plus important. Je pense que dire les choses et nommer les choses et dire, voilà, j'ai été victime de ça, c'est hyper important dans le processus. Le changement total, ça va être long, je pense, avant qu'il arrive. Je crois aussi que ça passe par l'investissement des hommes qui sont au pouvoir, mais malheureusement, pour le moment, c'est pas ce qui a été prouvé. Enfin, comment expliquer ça? Genre, j'ai pas l'impression que les hommes dans les postes de pouvoir ont montré un intérêt pour ça. Moi, je serais toujours du côté des femmes qui parlent et toujours du côté des femmes qui dénoncent, et que le pourcentage de faux témoignages, il est dérisoire par rapport au pourcentage de femmes qui se font vraiment agresser, qui sont vraiment violées. Donc, même s'il y avait une femme qui disait je me suis fait agresser et que c'était pas vrai, bah, il y en a genre 4500 autres qui n'ont pas eu l'occasion de le dire et qui se sont vraiment fait agresser et qui se sont vraiment fait violer. Donc, je pense que la fin de ma lettre, l'idée c'était d'affirmer publiquement que moi je remettrai jamais en question la parole d'une femme qui dénonce publiquement ou même à la police qui dénonce un agresseur quel qu'il soit. Et je crois que c'est important. Tout ça, c'est un début parce que c'est une demande de droit, c'est une demande d'égalité, c'est une demande de reconnaissance des victimes et c'est une demande de reconnaissance du droit français en fait. Donc après, la suite, c'est de se réapproprier l'espace public et il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses à faire après. Mais dans un premier temps, il y a cette reconnaissance de la vérité et de cette problématique de la culture du viol et de la culture du harcèlement et de la manipulation et des agressions qui sont perpétrées sur les femmes françaises, quoi.